Est-ce que tu as déjà essayé d'attraper le vent? Ben, la vie, c'est un peu la même chose. Essaye de l'attraper, voir. Un saumon, c'est con. Ça ne réfléchit pas, un saumon. La vie est contre moi, tout le monde est contre moi. Ta gueule, ta gueule. Et toi, la banane, là, ferme ta gueule et avance. Hein. Et toi, le sourire, deviens agréable, poli, avenant. Ça se peut que tu obtiennes des résultats de fou. Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co. Chaque semaine, comme vous le savez à présent, j'ai le plaisir et le grand privilège de recevoir des personnalités au parcours de vie exceptionnel et hautement inspirant de par leur vécu, leur vision, leur qualité d'être et la mission parfois incroyable qu'ils ont accepté de porter. Cette semaine, on prend la direction des feux d'artifice à la rencontre d'un producteur devenu réaliste, d'un conférencier fan d'un saumon éclaireur de piste. Passionné de business et de disques, il côtoya les vedettes et leur vie d'artiste. Adepte du mercure et de sa température, il vécut l'ambition et ses caricatures. Réveillé par la vie qui ne voulait plus de lui ainsi, c'est en conférencier-auteur qu'il décida de sonner majeur et de mettre son énergie au service du cœur. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Daniel Bloin. Bienvenue à toi, Daniel. Merci beaucoup pour l'invitation. Un immense plaisir. Un immense plaisir à moi aussi. Et, Daniel, je parlais récemment avec un de tes amis que je vais garder secret pendant un temps et qui me proposait de te poser une question surprise pour toi, une question humoristique que je te poserai en fin d'émission. Oui. Alors, chers youtubeurs, vous pouvez rester jusqu'à la fin, comme ça vous pourrez découvrir cette question mystère et voir si Daniel réussit à trouver le nom de cet ami secret. Alors, entre-temps, et comme c'est la tradition, Daniel, je te propose que je présente en quelques mots ce que ton parcours, lui, a de beau. Daniel, tu es coach, conférencier international, auteur de 3 best-sellers Sortie de zone publié en 2015, Entrée de zone en 2017 et Salomon, le saumon, un roman initiatique publié en 2020 au Québec et qui est arrivé maintenant en France dans les librairies. Alors, tu es né dans la ville de Québec, tu viens d'une famille d'enseignants. Tu as eu des parents soutenants et qui t'ont toujours encouragé dans tes changements. Tu as vécu aussi en Provence de l'âge de 2 à 4 ans, puis ensuite au Québec et où tu vis encore aujourd'hui. Alors enfant, tu avais le rêve de devenir joueur de hockey professionnel. Alors finalement, bachelier, tu suivras après des études d'administration jusqu'à ton diplôme à l'Université de Laval. Tu as mené une carrière dans l'industrie musicale en commençant par te faire recruter à l'âge de 21 ans dans un groupe américain, les Up With People, avec qui tu feras une tournée mondiale. De retour, tu vas déménager, aller à Montréal avec ton oreiller et ton ordinateur sous le bras et tu feras des pieds et des mains pour travailler avec ton idole, Donald K. Donald, l'immense producteur de disques du Québec. Alors après 5 ans de production musicale à ses côtés, tu créeras avec une associée, Marie-André Houd, l'agence Mercure Communication, spécialisée dans la promotion de vedettes canadiennes et internationales comme Céline Dion, Elton John et bien d'autres, et tu y travailleras pendant 12 années. Et là, un jour, la vie te fait signe, un drôle de signe, et tu décides de revendre toutes tes parts à ton associé et de partir vers d'autres aventures. Alors, comme je te disais tout à l'heure hors émission, qu'est-ce qui se passe pour toi, Daniel, ensuite? Ben écoute, avant de dire ce qui se passe ensuite, je veux dire pourquoi j'ai quitté, j'ai tout quitté. C'est parce que je sentais, comme plusieurs ressentent parfois un jour dans leur vie, je ressentais j'avais le feeling d'avoir fait le tour de la question, de ce que je faisais. C'est-à-dire que je commençais à m'éteindre. C'est-à-dire que je ne progressais plus, je ne grandissais plus. Ça ne m'allumait surtout plus du tout. Parce qu'à l'époque, j'avais adoré ce que j'avais fait pendant plusieurs années. 5 ans comme producteur de disques à Montréal, comme tu disais, et 12 années à Québec dans la promotion des grandes vedettes de l'humour ou de la chanson, dans le spectacle.
Et ça ne m'allumait plus, curieusement, après 17 années dans l'industrie. Et parfois, on pense que c'est une erreur ou un échec parce que ça ne nous allume plus et on veut passer à un autre niveau, à autre chose. Et on résiste à ça parce qu'on pense que le changement, c'est mal. Ce n'est pas souhaitable. Ça veut dire qu'on est instable si on veut changer. Donc, j'ai déjà eu cette croyance très limitante et surtout très souffrante parce que lorsqu'on résiste à nos poussées de vie, j'appelle ça des poussées de vie, ou à ce qu'on est réellement supposé devenir dans la vie, ou lorsqu'on résiste à notre cohérence, ben ça, on souffre. C'est sûr qu'on souffre. On développe des symptômes psychologiques, physiques. Tout commence à nous taper sur les nerfs. Ça ne nous intéresse plus. On arrondit les coins parce qu'on s'en fout du travail bien fait, parce que... Mais ça, c'est du ressenti. Il n'y a rien de logique là-dedans. Il n'y a absolument rien de rationnel et surtout pas de raisonnable. Ça nous paraît toujours fou. Et on se pose la question, mais pourquoi je sens ce que je sens? Pourquoi j'ai le feeling d'avoir fait le tour, de vouloir faire autre chose? Mais il n'y a pas de réponse à ça. C'est parce qu'on a fait le tour. On le ressent. Et ça, il n'y a pas de stratégie là-dedans. C'est pas aux 2 ans, aux 4 ans, aux 10 ans, aux 5 ans. Non, c'est un jour, tu le sens. Donc, je l'ai senti. J'ai résisté quand même un bon bout, donc j'ai souffert. Je dormais mal, plus d'alcool, tout ça. Là. Donc, tu souffres. Et à un moment donné, j'avais la main trop sur le feu. Le feu devenait trop intense et j'ai été obligé d'enlever ma main parce que je n'étais plus capable. Parce que si j'avais continué, probablement que je me serais rendu comme plusieurs au burn-out, au burn-out que vous dites. Au burn-out, la dépression ou une maladie quelconque. Donc, j'ai enlevé ma main du feu. C'est-à-dire, j'ai fait une sortie de zone. Par ça, c'était une drastique. Donc, j'ai tout quitté. J'ai donné les parts de ma société à mon associé, ma partenaire, et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. Et on en parlait il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai même, à partir de ce moment-là, j'ai même déneigé les rues de la ville de Québec dans des opérations d'après tempête de neige. Au Québec, ça existe, des tempêtes de neige. Et je marchais devant la souffleuse. La souffleuse, c'est des immenses machines mécaniques qui soufflent la neige hors des rues pour que les voitures puissent circuler. Et moi, je faisais la sécurité devant les machines. Je marchais devant la machine avec, on dit une tuque au Québec, mais mon bonnet de neige. Et pendant que je marchais dans la rue devant les souffleuses, là, j'étais rendu à 41 ans, là. Pas à 22, 41 ans. Et il y avait des milliers de voitures qui passaient à côté de moi lentement, là, juste à côté de moi. Et ils me regardaient tous marcher devant la souffleuse. Ils me voyaient, là, je voyais le visage. Là. Ils te reconnaissaient? Ben oui. Non. À Québec, moi, je connais. Ben, je marchais pas comme ça. Là. Donc, ils me voyaient marcher devant la souffleuse. Et ça, c'était des milliers, des centaines d'humains qui m'appelaient quelques semaines, quelques mois avant de me voir marcher dans la souffleuse, qui m'appelaient pour que je leur donne gratuitement des billets de Céline Dion, de Elton John, des grandes vedettes de l'humour, de la chanson, des spectacles. Parce qu'on travaillait avec 80% des vedettes connues qui étaient de passage à Québec. Mm-hmm. Donc, moi, à chaque année, je donnais des milliers de dollars par année à des gens autour de moi, des journalistes ou des amis. Incroyable. Donc, faire une sortie de zone, je dis toujours que c'est reculer d'un pas pour avancer de 2. Mais là, je reculais de 1000 pour avancer de 10 000 pas. Là. Ce n'était pas ma nouvelle passion de vie, moi, de déneiger les rues de la ville de Québec, on s'entend. Là. Je n'avais pas tout quitté pour marcher vers un nouveau rêve, déneiger les rues de la ville de Québec. Là. Non. Ce n'était que transitoire et je le savais. Là. Moi, je fais souvent l'analogie avec les saumons là, qui remontent les rivières, c'est-à-dire de fausse, courant, fausse, courant, fausse, courant. C'est-à-dire période facile où on se repose, on fait copier-coller, c'est facile. Hein? On a fait ça pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est facile, on tourne en rond. Ça, c'est la fausse. Mais la vie, c'est une succession continue de fausses, courants, fausses, courants, fausses, courants. Donc, quand je déneigeais les rues, j'étais sorti de ma fausse, moi, du show business ou des communications, de la promotion de vedettes. J'étais sorti de ma fosse et je me mettais le nez dans le courant, entre 2 fosses. Ça, c'est la période de transition. Et c'est là que ça prend du temps, de la patience, de la persévérance, de la foi, de l'énergie, de tout ça. Là. Combien de temps il t'a fallu, toi, pour que ça... Mais, écoute, entre le moment où je suis sorti de ma zone et que j'ai fait une nouvelle entrée de zone dans une nouvelle fosse, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui et que je veux dire, comme en tant qu'auteur, conférencier, coach et tout ça, là,
il y a au moins, je dirais, il y a au moins un bon 42, 4-5 ans. Là, Ah ouais, 4-5 ans. de transition difficile Hmm. dans le courant. Là, où pendant mes 3 premières années, écoute, moi, j'ai commencé en écrivant ça. Ouais. Donc, là, je vais arriver, je On vais y va. continuer la suite de l'histoire. Mais donc, pendant que je déneigeais les rues de la ville de Québec, j'ai eu une révélation. Je ne sais pas d'où. J'appelle ça une bulle. J'ai eu une bulle. Appelle ça un flash de génie. Moi, c'était une révélation. C'est-à-dire que j'ai réalisé, je ne sais pas d'où c'est venu et pourquoi, là, en regardant mon parcours avec le recul, avec des années de recul, là, j'ai réalisé que les meilleures décisions que j'avais prises dans ma vie, là, ce qui faisait que j'étais toujours passé à un autre niveau, c'est-à-dire marcher vers de la joie et de l'enthousiasme. Moi, c'est juste ça que ça veut dire, passer à un autre niveau. Là. Continuer d'avancer dans ma rivière, c'était toujours le même processus. C'était toujours des sorties de zone de confort. C'est-à-dire que ça commençait toujours par je le sens, c'est du ressenti. Je m'éteins ou ça m'allume, c'est du ressenti, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationnel. Et dès que j'assumais ce qui m'allumait, ma nouvelle direction, ma sortie de zone, je l'assumais dans ma tête, automatiquement j'avais peur, très peur. Au Québec, on dit avoir la chienne. C'est bien ça. Je ne sais pas pourquoi on dit la chienne. Je ne sais pas c'est quoi le lien entre la peur et les animaux. Là. En tout cas, j'avais la chienne, j'avais très peur. Mais je le faisais quand même si j'avais très peur. Et dès que j'essayais de le faire, dès que je sortais de ma fosse, je me mettais le nez dans le courant, c'était difficile tout de suite. Ouais, et là, je pensais que la vie m'envoyait un message. C'est difficile, donc ça veut dire que tu ne dois pas faire ça. Ouais, c'est difficile, arrête tout de suite, reste dans la fosse, reste dans ton trou, continue à faire copier-coller, parce que ça, c'est facile, parce que c'est connu. Mais je voulais quitter, je voulais avancer, et là, je pensais que la vie m'envoyait un message, je pensais abandonner, je pensais que je n'étais pas fait pour ça, parce que j'avais juste le nez dans le courant, là, la vie dans la face. Là, je continuais quand même, comme le saumon dans le courant. Lui, il n'abandonne jamais. Là. Mais ça, c'est la première tentation, c'est d'abandonner. Là. Parce qu'on a la vie, c'est difficile, ça prend de l'énergie. Et si on abandonne, qu'est-ce qui arrive? La vie, c'est-à-dire le courant, nous renvoie automatiquement dans la fosse qu'on essayait de quitter, celle d'avant, dans nos pantoufles. Donc, ça, c'est le pire qui arrive. Le pire n'est pas si pire, on retourne dans les pantoufles. Mais on veut tous avancer. Et c'est là qu'il faut se rendre au point de bascule, où on va faire une entrée de fosse, une entrée de zone. Ça, c'est-à-dire où c'est un point, ce n'est pas de la croyance, hein, c'est de la physique. C'est où, à la fin de la période de courant, là, il y a les 2 fosses, le courant, au bout, là, le saumon commence à passer à un moment donné sous le courant, sa tête. Et plus il avance, plus il fait une entrée de fosse. Moi, j'appelle ça une entrée de zone. Où on redevient, nous, confortable, à l'aise, en possession de nos moyens, dans quelque chose de complètement nouveau. Et là, j'ai réalisé que c'était comme ça, moi, toute ma vie, là, des petites échelles, moyenne échelle, grande échelle. C'était toujours le même processus, c'était ça. C'est ça. Et là, je me suis dit, je dois absolument dire ça aux jeunes. Moi, il faut que je dise ça aux jeunes. Je pensais vraiment aux jeunes qui commencent dans la vie à choisir une rivière, la bonne rivière, hein, comme le saumon qui ne se trompe jamais depuis des milliers d'années. Ils remontent tous dans la bonne rivière. La rivière dans laquelle ils sont nés, jusqu'à leur source. Mais ça, c'est du ressenti, hein, parce qu'un saumon, c'est con. Ça ne réfléchit pas, un saumon. Ça ne fait pas d'analyse. Ça ne fait aucune liste du pour et du contre. Non. Il fait ce qu'il sent qu'il doit faire et depuis des milliers d'années, il ne se trompe jamais. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, il y a une petite leçon à apprendre là-dedans. Ça me semble aussi, oui, effectivement. Ça serait bien qu'on l'apprenne, la petite leçon. Là. Il n'y a pas de rationnel, c'est du ressenti. C'est pas de l'ésotérisme, c'est pas de la croyance, c'est de la biologie, c'est de la physique, ça existe. Hein. Et il y en a qui disent, par exemple, les scientifiques disent qu'il n'y a pas de preuves là-dessus, là. C'est des théories. Là. Ils ne savent pas trop comment le saumon réussit à remonter, à partir du Groenland, remonter dans la bonne rivière jusqu'au bout de la rivière où il est né. Il y en a qui disent, bon, il suit l'odeur. OK, ça prend vraiment un très, très, très bon nez là, du Groenland jusqu'au bout de la rivière. Ou il y en a qui disent, ils suivent les champs magnétiques de la Terre. OK, admettons que c'est ça, là, que les saumons suivent les champs magnétiques de la Terre. Hein. Bien, faisons la même chose. Nous, les humains, suivons les champs magnétiques de la Terre. C'est-à-dire, faisons ce qu'on sent qu'on doit faire. C'est ça, les champs magnétiques de la Terre. C'est ça que le saumon fait. Il fait ce qu'il sent qu'il doit faire et il avance. Et tout ça pour dire que je suis devenu obsédé par le sujet. Sortie de zone, entrée de zone, et j'ai dit à mon ami, je vais devenir un spécialiste de ça. Ouais, moi, je suis devenu fou, obsédé complètement par le sujet et je voulais enseigner ça aux jeunes. J'ai dit à mon ami, je vais faire des entrevues, je vais mettre ça sur YouTube. Je vais trouver des trucs, des traits communs, je ne sais pas trop. Et je vais pouvoir enseigner ça aux jeunes après. Et ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière, une sortie de zone automatiquement. Ça, c'est des grandes sorties de zone extrêmes.
Mais ça veut juste dire transcender une peur, un inconfort, pour avoir l'audace de sa cohérence et d'avancer dans la vie. C'est juste ça que ça veut dire. Bien sûr. Donc, je passais des gens, tout le monde passe par là. 100% de la population passe par là parce que la vie change. Fait qu'on est obligé de s'adapter au changement. Et j'ai écrit ça. Moi, ça, au début, là, je parle de mes expériences et de ce que j'en pense de ça. Moi, j'aurais aimé ça parce qu'au lycée, moi, à l'école secondaire ici au Québec, j'ai fait 3 ans de latin. Très utile. J'ai perdu 3 ans de ma vie en latin et j'aurais aimé ça qu'on prenne 1 heure, juste 1 heure, 1 heure, dans les 3 années pour m'expliquer ça. J'aurais souffert beaucoup moins dans la vie et j'aurais accéléré et facilité et compris mes sorties de zone et ce qui se passait. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait ça, j'ai écrit là-dessus. Et moi, ça, dans ma tête, c'était une carte de visite, une carte d'affaires que j'allais m'imprimer moi-même. C'était pas un livre, je n'appelais pas un éditeur. J'avais zéro confiance que je savais écrire. Dans ma tête, je ne serais jamais en librairie, je ne serais jamais publié. Donc, je n'appelle pas un éditeur et je m'imprime moi-même. Et je donne ça aux gens avant de faire des entrevues et de mettre ça sur YouTube. Je leur dis, écoute, moi, je raconte moi. Raconte-moi toi. Et on va trouver des trucs, des traits communs parce que moi, je suis convaincu que c'est ça. Et je me suis imprimé ça, 2 boîtes de 50 exemplaires au début, donc 100 copies au total. Et ça a fait... Moi, je me suis annoncé par email. J'avais un site Internet juste pour ça. danielblouin.com, sortidezone.com, c'est le même site Internet qui existe encore 8 ans plus tard. Là. Et c'était juste pour ça. Je te l'envoie un par la poste ou tu le reçois en PDF dans ton ordinateur. C'est tout. C'était juste ça. Et ça allait exploser. Je me suis auto-publié pendant 3-4 mois. Je me réimprimais des boîtes, Les médias, les grands médias du Québec. Christine Michaud, elle a parlé de toi très vite. Elle a fait une émission complète à la télévision sur la plus grande chaîne de télé au Québec qui s'appelle TVA. Le samedi après-midi, l'émission a reprise le dimanche après-midi. Et là, ça allait exploser encore plus. Là, je ne comprenais rien. Mais c'est ça qui arrive. Hein. Quand on marche vers du fou, vers ce qu'on sent qu'on doit faire, et c'est ce que je raconte là-dedans, je donne des preuves. Quand on marche vers du fou, c'est-à-dire ce qui crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête, c'est-à-dire qui nous met en cohérence totale avec nous-mêmes, c'est ça qui arrive. Il arrive du fou qu'on ne peut pas prévoir. Aucun humain n'est assez intelligent pour savoir ce qui va arriver si on a l'audace de notre cohérence. Je l'ai prouvé 1000 fois là, et je l'ai revécu encore. Moi, la dernière ligne de ça, là, je ne sais pas ce qui arrive. Là. Moi, je m'imprime 2 boîtes de 50 exemplaires. Et si j'en vends 34, moi, c'est fantastique. 34 livres de plus que je pensais vendre dans ma vie. J'étais rendu à 43 ans, 42, 43. Là. Écoute, là, ça allait exploser. Christine Michaud fait une émission, les médias en parlaient. Je suis devenu, 2 jours après l'émission, j'ai signé un contrat avec un vrai éditeur. Et 3 semaines après l'émission, une sortie de livre, d'habitude, c'est prévu 1 an d'avance, des mois d'avance. 3 jours après l'émission, j'avais donné ma clé USB à mon éditeur 2 jours après que je signais le contrat. Je donnais ma clé USB et 3 semaines après, j'ai été distribué dans toutes les librairies du Québec et j'ai été assis au Salon international du livre de Québec et je signais des dédicaces. Et quand tu es devenu aussi chroniqueur télé, est-ce que tu es devenu chroniqueur télé aussi ensuite? Mais ça, c'est toutes des choses qui ont découlé, qui ont déboulé. Je suis devenu chroniqueur dans le Journal de Québec, le plus grand journal à Québec, mais j'ai jamais pensé à ça de ma vie. Je ne savais même pas que je savais écrire. Là. Mais le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Il ne faut surtout pas attendre d'avoir confiance dans le truc qu'on sent qu'on doit faire le truc, pour marcher vers du fou. C'est le contraire. Marchons vers du fou et là, notre confiance va se bâtir. Au fur et à mesure que le chemin se présente, notre confiance se bâtit. C'est là qu'on fait des entrées de zone dans un nouveau domaine, dans quelque chose de complètement nouveau qu'on n'avait aucune idée qu'on était capable de faire. Et de fil en aiguille, chroniqueur journal, émission à la télévision, mais je n'ai jamais voulu devenir animateur à la télé. Je n'ai jamais voulu ça, moi, dans ma vie. Je ne savais même pas que j'étais capable d'animer à la télé. Et là, je me retrouvais avec une émission de télé. C'était devenu de plus en plus une expression dans le langage populaire, faire des sorties de zone, des entrées de zone pour parler de changement de vie. Moi, je ne comprenais rien. Pour moi, c'était complètement surréel. Et de fil en aiguille, des demandes de conférences. Mais écoute, aujourd'hui, là, je gagne beaucoup ma vie avec ça. Je me promène. J'ai donné plus de 300 conférences dans 7 pays à ce jour. Là, je te parle des 6 dernières années. Là. Tu vois, je t'entendais raconter une anecdote quand tu es venu en France, là, pendant le confinement, en fait, dans un taxi parisien.
tu devais sûrement être le seul conférencier québécois à être autorisé à venir en France, à mon avis. Et en fait, je me posais une question. Je voulais savoir, justement, on parlait de première fois, de première fois. Alors là, en ce moment, on vit tous une grande première fois. Comment a été l'impact positif de cette grande première fois de pandémie mondiale pour toi dans ta vie, hein? Ben, pour vrai, là, au début, oui, j'ai eu très peur parce que moi, je perdais tout, là. Moi, j'ai à peu près 4-5 tournées en Europe par année ou dans le monde. Donc, moi, je faisais des événements à l'international. Donc, moi, tout venait d'exploser. Tout venait d'être annulé, toutes mes conférences. Et donc, j'ai eu très peur. Évidemment, c'est ça une sortie de zone. On a peur parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver. On pense qu'on va mourir. C'est toujours la même chose. On perd le contrôle. C'est imprévu, c'est nouveau, tout ça, là. Et donc, j'ai eu peur, mais parce que dans la vie, on a un choix, là. Juste un choix par rapport à ça, là. C'est-à-dire que la Terre tourne, elle s'en fout qu'on ait le goût ou non. Le coronavirus arrive, ou on sent qu'on sent, on a un choix. C'est de résister et souffrir à ça, ou de l'embrasser et grandir. C'est-à-dire de l'accepter, fermer notre gueule, arrêter de se plaindre, de chialer, de râler, de faire pitié. C'est difficile, ça fait chier. Arrêter ça tout de suite, là, fermer notre gueule et avancer. Et passer, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est juste une grande sortie de zone mondiale, le coronavirus, c'est tout, là. Mais c'est le même processus, là. C'est juste plus grand, plus long, plus tout, là. C'est mondial. Et donc, je me suis parlé à moi-même. Je dis, bon, on est en sortie de zone. C'est tout. Donc, ferme ta gueule et avance. Passe à un autre niveau. Et donc, j'ai quand même fait, pendant la deuxième vague, 2 tournées en Europe jusqu'à l'île de la Réunion. J'ai donné plein de conférences, mais c'était fou, là, c'était compliqué, là. C'est les tests COVID. Avant de même, j'ai fait la file à Paris, dans les rues, avec des Parisiens, pour avoir 2 jours avant de prendre mon vol pour l'île de la Réunion. Ça me prenait le résultat, mais là, j'étais avec ma grande fille, puis là, je pouvais avoir le COVID, où il y avait plein de risques, là, c'était fou, là. C'était compliqué, là. Mais finalement, j'ai passé un des plus beaux automnes de ma vie. C'était fantastique, finalement. Mais c'est quand c'est difficile, hein, que c'est ça qui met du piquant dans la vie, c'est pas quand c'est facile. C'était une des choses qui m'est venue pour toi. Je réfléchissais à une citation que je peux te donner que tu connaissais pas. Alors j'en ai trouvé une pour toi que tu connais pas, à mon avis. Une citation de Gandhi qui dit « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre ». Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, oui, c'est pas un problème à résoudre. Oui, c'est quoi le début? C'est quoi le début de la phrase, de la citation? La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Absolument. Il n'y a rien à comprendre. C'est un mystère qu'il faut vivre. C'est exactement ça. Il n'y a rien à comprendre. Pourquoi on a nos poussées de vie? Pourquoi? Je ne sais pas. On s'en fout. Pourquoi? La preuve, là, c'est si on y pense 2 secondes, là, nous marchons tous sur une boule. Okay? On marche sur une boule. On tourne autour de d'autres boules. Puis là, il y a des boules. Expliquez-moi ça, là. C'est pas un mystère. C'est pas un mystère, ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça, là. Pour vrai, là. Einstein comprend ça. Pourquoi on marche sur une boule qui tourne autour de d'autres boules? N'essayez même pas de comprendre, là. Ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas personne un jour qui va comprendre ça, là. Même si tu es très, très, très intelligent, puis tu es un grand, grand, grand scientifique, là, tu ne comprendras jamais ça, là. C'est ça. On s'entend tous là-dessus. Donc ça, c'est un mystère. On marche sur une boule, mais on l'oublie, ça, qu'on vit dans un mystère. C'est un mystère, absolument. Donc c'est ça, il faut arrêter d'être trop, trop, trop rationnel à un moment donné, là. Il y a une limite. Il y a une limite au rationnel. Parce que ça, on ne peut pas l'expliquer. Pourquoi toi, ce qui t'intéresse, t'intéresse? Pourquoi ce qui t'allume, t'allume? Parce que c'est ça. Pourquoi moi, j'ai cette empreinte digitale-là, là, et qu'on est 8 milliards à en avoir une différente? Parce que c'est ça. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Parce que j'ai discuté avec François Lemay, que tu connais bien, avec Rémi Tremblay, que tu dois connaître aussi, je pense. Oui. On parlait de la vision de la vie en 2021 aujourd'hui, et toi, tu es un spécialiste de la sortie de zone, justement. Alors, est-ce que tu crois qu'en ce moment, il faut plutôt serrer les fesses et attendre le point de bascule, alors il nous faut plutôt avoir un changement de sagesse intérieure de vie? Ben, le coronavirus, c'est juste une occasion, c'est juste un prétexte et une occasion de se poser des vraies questions. Ce n'est que ça, là. Et donc, si vous vous posez la question, est-ce que je suis encore en cohérence? Tout est par rapport à ça, hein? Parce que tout change. Est-ce que je suis encore en cohérence? Parce que je change continuellement. Donc, si oui, OK, je continue. Je n'abandonne pas, je persévère. Il va y avoir le point de bascule un jour du coronavirus où tout va se remettre à bien aller. Donc, je persévère jusque-là, si je suis en cohérence encore.
C'est-à-dire si ça crée de la joie, de l'enthousiasme, ce que je suis en train de faire, comme carrière, comme métier, peu importe, là, je vais faire un petit boulot alimentaire en attendant que tout revienne si je suis, par exemple, un artiste ou je fais des spectacles ou peu importe. Bon, mais je vais m'arranger pour persévérer jusque-là et ça va revenir. Et quand ça va revenir, je le referai. Si ça m'allume encore. Mais il y en a plusieurs pour qui ça a été le coronavirus. C'était l'occasion de réaliser, oh, OK, ce que j'étais en train de faire, maintenant que j'ai le temps d'y penser, là, et que tout s'est calmé, là, tout s'est posé, là, on a changé de vitesse. Au lieu de la 5, on est rendu en 4, 3, 2, là, on est sous le neutre. OK, là, je vois. Là, je vois. Il n'y a plus de brouillard. Je ne suis plus dans la vitesse. OK, mais ce que je suis en train de faire, finalement, ça ne m'intéresse pas du tout. Non. J'ai une vie de fou qui ne m'intéresse pas du tout. OK, ça, c'est l'occasion de penser à notre sortie de zone, à réaligner notre vie. Pas parce que c'est mal ou une erreur ce qu'on faisait. Là. C'est juste qu'on est rendu là dans la rivière. On est rendu à une sortie de fosse, une sortie de zone. Et on va devoir se mettre le nez dans le courant pour marcher vers autre chose. C'est-à-dire peut-être revenir aux études ou lancer notre boîte, notre société, ou créer notre chaîne YouTube, ou créer notre programme de coaching comme moi je fais maintenant, ou d'écrire ça qu'on a dans la tête depuis plusieurs. C'est ça que ça nous permet. Et pour vrai, moi, le coronavirus, ma perception de la dernière année, parce que je l'ai vécu comme tout le monde, je peux facilement dire que c'est une des plus belles années de ma vie. Si j'avais le choix, là, si j'étais le maître de l'univers, il y aurait le mois du coronavirus à chaque année. Ouais, c'est ça. C'est pas une blague. C'est bien fait. C'est fantastique. C'est fantastique, le coronavirus, un mois par année. C'est-à-dire que tout ferme, tout arrête. Et là, tu n'as même pas à te sentir coupable parce que tu ne peux pas rien faire, parce que personne ne fait rien. Tu es obligé de rien faire. Donc, tu ne peux même pas te sentir coupable. C'est fantastique. C'est l'occasion rêvée de ne pas se sentir coupable et de méditer, revenir à la base, aux vraies affaires, aux vraies choses, hein, en contact avec la nature, tout ça. Là. Et je connais des gens que ça n'a absolument rien changé dans leur vie. C'était dans le sens qu'ils ont perdu $0, 0 €. Ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup. Ils ont un travail là, assuré, garanti, beaucoup d'argent. Et eux, même avec ça, là, même en n'ayant rien perdu, là, juste un peu de problème là, à cause du coronavirus, là, quelques changements quelconques, là, eux, là, sont convaincus que c'est la pire année de leur vie. Là. C'est une année de merde horrible. Ils sont convaincus, ils sont très sérieux, ils le disent là, avec conviction. Là. Mais là, moi, je les écoute et je me dis, c'est parce que toi, tu n'as aucune raison de penser ça. Là. Aucune. Tu as perdu $0. Hein. Toi, ton travail est garanti, sécuritaire, confortable. Tu as juste embrassé un peu de changement, quelques changements. Et toi, tu dis que c'est l'année de merde horrible, alors que moi, j'en ai des bonnes raisons là, pour me dire ça. Et contrairement à toi, non, moi, c'est une des plus belles années de ma vie et je vois le privilège. J'ai un autre privilège à te proposer parce que c'est aussi une autre sortie de zone dont je te parlais hors émission. Une petite sortie de zone de notre chroniqueur sulfureux Thierry Ardisson dont je te parlais. Je vais te proposer alors, toi qui es un passionné du saumon et du poisson rouge dont tu parles de temps en temps, et puis leur mystère. Je te connais aussi un grand instinctif hein, qui a quand même la vocation d'aider les gens à transcender leur peur. On en parlait tout à l'heure, tu en parlais. Alors j'ai envie de te proposer une petite tradition de l'émission qui s'appelle l'interview Upside Down. C'est une petite interview sortie de zone, tu vas voir, ludique. D'accord. Une petite question simple, curieuse, tu vas voir. Alors la première question que je vais te poser, c'est, à ton avis, quel est le défaut qui te sauve la vie? Le défaut, c'est toute une question. Le défaut qui me sauve la vie, man. Écoute, je suis un peu insouciant. Ça prend beaucoup d'insouciance hein, parfois pour faire des sorties de zone. Donc, j'ai beaucoup d'insouciance et ça m'a permis de faire des trucs de fou. Moi, je pense que ça me sauve la vie souvent parce que je m'éteindrais au maximum et ça, je mourrais. M'éteindre, mais c'est ça. Quand tu t'éteins, tu meurs. J'appelle ça vivre à petit feu. Et un jour, tu meurs. Quelqu'un qui n'embrasse pas le changement meurt. Quelqu'un qui s'éteint meurt. Une entreprise qui ne s'adapte pas à Internet meurt. Tout le monde qui ne... puis c'est pas moi qui l'invente, c'est Charles Darwin. Ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes ni les plus fortes qui vont survivre. Ce ne sont que celles qui savent s'adapter au changement. C'est-à-dire être capable d'embrasser l'inconfort, le stress, l'inconnu, pour passer à un autre niveau.
Donc, c'est mon insouciance. Quelle est ta plus belle erreur? Une erreur. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je considérerais dans ma vie comme une erreur que j'aurais pas dû faire ou essayer? Et, pour vrai, j'en vois pas. Tu vois, un truc, tu t'es dit, non, mais qu'est-ce que je fais? Ah, zut, j'ai fait ça et génial. Ah, mais ça, je me suis dit ça toute ma vie quand j'étais non, mais quand j'étais en sortie de zone. Quand je venais d'embrasser le changement et quand j'avais le nez dans le courant. Là. C'est-à-dire qu'au début, à chaque fois que j'ai fait des sorties de zone, c'est ce qu'on se dit. On se dit, mais dans quoi je viens de m'embarquer? Pourquoi j'ai fait ça? C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que je pensais que ça serait. C'est beaucoup plus long que je pensais que ça serait. Ça ne se passe pas du tout comme je veux, mais c'est ça, une sortie de zone. Ça, c'est dans le courant. Donc, je me suis dit ça très souvent dans ma vie, mais ça, c'est dans le courant. Je me suis toujours rendu au point de bascule. Parce qu'il y en a qui me disent justement, c'est un point important, il y en a qui me disent, moi, j'ai déjà essayé de faire une sortie de zone. J'ai déjà essayé, ça a été un échec. J'aurais pas dû. Là, je leur pose la question, OK, ça a été un échec, mais OK, quand tu le fais, premièrement, est-ce que tu marchais vers la bonne place, hein, vers la joie, l'enthousiasme, les feux d'artifice, ou pour gagner plus d'argent, pour ton ego, pour ton prestige, pour ton confort, ta sécurité? Okay. Si tu as marché vers là, c'est normal, ça ne marche pas, parce que c'est pas là que ça se passe, c'est de l'autre côté. Donc, première question. Et deuxième question, si tu as marché vraiment vers de la joie, de l'enthousiasme, c'est-à-dire, tu as eu l'audace de ta cohérence. Okay? Si c'était vraiment ça, là, tu as essayé pendant combien de temps? 1 mois? 2, 4, 6, 1 an, 2, 3. OK, moi, j'ai essayé de faire des conférences pendant au moins 3 ans. Pendant au moins 3 ans, je me suis posé la question, est-ce que j'arrête ou je continue? Parce que je ne gagne pas ma vie, c'est difficile. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y a un point de bascule? Est-ce que je vais gagner un jour ma vie avec ça? J'avais 1001 bonnes raisons d'arrêter à chaque jour pendant au moins 3 ans. OK. Là, les gens me répondent, je n'ai pas essayé 3 ans, j'ai essayé 3 mois. 1 mois, 1 an. OK, ben c'est ça. Et là, tu t'es laissé aller dans le courant, puis tu n'étais plus capable. Tu n'avais plus la foi, l'énergie, la patience, la persévérance, tout ça. Là. Tu t'es laissé aller dans le courant et le courant te retourne en arrière, dans ta fosse, dans ce qui était connu, ce que tu essayais de quitter. Donc, tu n'as pas persévéré jusqu'au point de bascule. Mais c'est difficile. Savoir la question de base, souvent, c'est qu'on se pose, tout le monde, c'est est-ce que je devrais persévérer ou je suis en train de m'acharner dans la mauvaise direction? C'est une bonne question. C'est toute la question. Toute la question, elle est là. Mais il y a une façon de répondre à ça. Si on doit persévérer, là, c'est parce qu'on est dans le courant et qu'on marche vers la bonne place. Mais si on s'acharne, c'est parce qu'on est dans la fosse et qu'on tourne en rond, en se frappant la tête dans le mur et en se faisant croire qu'un jour, on va aimer ça. Un jour, si je deviens positif, un jour, là, ce que je suis en train de faire dans la fosse depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans, peu importe. Là. Et là, ça va tellement recréer de la joie, de l'enthousiasme dans ma tête. Là. Mais ce n'est pas vrai. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Tu tournes en rond, tu as fait le tour de la fosse. Ça n'arrivera jamais. Là. Tu vas être obligé de sortir de là pour recréer de la joie. C'est la progression qui rend heureux. Là. C'est lorsqu'on grandit, on évolue, on progresse et qu'on transcende des peurs et des inconforts. C'est ça qui met du piquant dans la vie. C'est comme ça qu'on grandit. Ce n'est pas quand on s'éteint dans la fosse, comme un poisson rouge. Donc, il y a une grosse différence. Persévérer, c'est dans le courant jusqu'au point de bascule. Et s'acharner, c'est on a fait le tour de la fosse. J'ai une question à poser. Si tu pouvais te cloner, qu'est-ce qui ferait l'autre Daniel Blouin pendant ce temps-là? Il se peignerait à chaque jour. Il aurait beaucoup de cheveux. Il se peignerait. Il ferait ça comme ça avec ses cheveux. Là. Premièrement, si je la garde celle-là. Non, tu ne dis plus rien d'autre. C'est bien, elle est parfaite celle-là. OK, d'accord, c'est fini. Elle est bien. Si tu pouvais ne plus avoir peur de rien, quelle est la peur que tu conserverais pour vivre? La peur de m'éteindre. La peur de vivre une petite vie de peureux. Ouais, j'aurais peur d'être un peureux. C'est ça. Je veux pas être un peureux. Je veux pas viser le confort, la sécurité là, et la ouate et le poisson rouge. Non, faut que j'aie peur de ça. Ça me fait peur. Intéressant ça.
C'est quoi la qualité des gens qui t'aiment, qu'ils voient chez toi, que tu vois jamais? C'est quoi la qualité qu'ils voient chez toi, que tu vois jamais, toi? Mais ça, je le sais, là. Puis Ah même oui. mes enfants me le disent, là. Puis ça me fait rire parce que je ne savais pas que j'étais comme ça à ce point-là, là, pour qu'eux me le disent, là. Ils me disent, puis je te donne un exemple concret, là. J'étais un jour à Cuba. Tu connais Cuba, là, l'île Cuba, là. J'étais avec mes enfants, là. À un moment donné, mon garçon était dans l'autobus, puis il me regarde, puis là, moi, je voyais le paysage, le coucher de soleil, puis j'étais tellement heureux. Moi, je suis tout le temps épanoui. Je suis tout le temps émerveillé par n'importe quoi. Je suis émerveillé par la nature. Je suis émerveillé par tout, là. Je suis tout le temps excité. Puis il me regarde et dit, j'aimerais ça être comme toi. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire comme moi? Ben, il dit, t'es toujours épanoui. J'aimerais ça être émerveillé. T'es tout le temps... Ouais, t'es tout le temps comme ça. T'es tout le temps excité. J'aimerais ça être comme ça. Je dis, ah ouais, je suis toujours comme ça. Ah, dis, oui, t'es tout le temps émerveillé. Là. T'es tout le temps... Il y a plein de monde qui me le disent, mais moi, je ne m'en rends pas compte. Je suis comme ça pour vrai. Là. Ah, ouais. Dis, moi, être devant la tour, être à Charles de Gaulle seul, dans Charles de Gaulle, moi je suis émerveillé. Là. Il y en a qui auraient peur, qui s'écrouleraient, qui seraient dans l'angoisse, c'est dangereux. Là. Non, moi, c'est fantastique. Moi, je suis épanoui. Moi, j'apprécie ça. C'est fou. Là. Pour moi, le mot que je dis toujours, que je dis le plus souvent, puis même moi, je suis fatigué de le dire, mais en même temps, je le pense pour vrai parce que je le dis, là, c'est le mot surréel. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai dit le mot surréel dans les dernières années, mais c'est surréel. Quand je marche, je vis toujours du surréel, du fou qui m'impressionne moi-même. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, là, si tu devais interviewer Daniel Blouin devant toi, là, aujourd'hui, s'il était devant toi et que tu devais l'interviewer, ce serait quoi ta première question que tu lui poserais? C'est une bonne question. Ben, là, tu me dis ça, mais je l'ai justement devant moi. Là. C'est ça, là. C'est ce que... Je le vois, là, il est là. Qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais, continue à faire exactement ça, là, sans arrêt. Puis ça va être l'histoire de ta vie. Tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient. Là. Et fais constamment des actes de foi, c'est-à-dire marcher, être vigilant et en cohérence avec ce que tu sens. Là. Sans arrêt, continue parce que ce que je disais dans mes livres, là, quand je les écrivais, j'étais convaincu à 99,9% de ce que je disais. Là. Mais maintenant, là, je le prouve sans arrêt. J'ai des histoires à chaque jour de gens que je coach. Et c'est ça qui arrive. Donc, maintenant, je suis convaincu à 1000%. Donc, c'est ce que je me dirais. Là. Continue parce que c'est exactement ça. Là. Je pense avoir compris quelque chose dans la vie. Ça, là, je l'ai compris. Là. Et je suis convaincu. Et ce que je me dirais, c'est continue à essayer de partager ça aux gens le plus possible. Tu disais un temps un truc que je trouve intéressant. Tu disais, nous sommes des centaines de milliers d'humains sur cette terre à nous tromper de rivière. Et bizarrement, lui, le saumon, il n'est pas intelligent, mais il ne se trompe jamais. Alors, tout à l'heure, tu me disais, il y a peut-être un truc à comprendre. Alors, je te pose la question maintenant. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence, toi, Daniel? Très bonne question. Oui. Est-ce qu'on parle de l'intelligence du ressenti ou l'intelligence rationnelle, cérébrale, logique? Il y en a qui pensent ça. Je pense qu'on est très mélangé dans qu'est-ce que l'intelligence. Moi, je suis convaincu de ça. Là. On pense que l'intelligence, ce n'est que le rationnel. Quelqu'un qui est capable de faire des calculs et de tout ça. Là. On est très bon au niveau rationnel. L'humain est excellent au niveau. Faire des calculs, envoyer des machines sur Mars ou créer des ponts. Faire des calculs. Là. On est très excellent. Très, très bon. Là. Faire la liste du pour et du contre et tout ça. Là. Mais être connecté à son ressenti, avoir l'audace de sa cohérence. Ouais. Comprendre la différence entre la peur et les poussées de vie. Là. Comprendre la différence entre les deux. Là. Ça, on n'est pas très bon. Là. On est très, très, très mauvais. Là. Donc, on est très... Je dis qu'on est souvent pas intelligent du tout là, par rapport à ça. Là. C'est ça. La preuve, c'est que l'intelligence rationnelle, ça me tue un petit peu, là, mais c'est pour ça qu'on est des milliers d'humains à se tromper de rivière à chaque jour sur la Terre. Parce que le saumon, là, quand il sent que c'est la bonne rivière, il le sent. Il ne se pose pas de questions. Là. Il n'analyse pas la situation. Il n'évalue pas le risque là, et le pour et le contre. Non. Lui, il rentre dedans. Il ne se trompe jamais. Mais nous, on se pose la question, c'est parce qu'on a un cerveau rationnel.
On est capable de réfléchir. C'est ça la différence entre nous et le saumon. Hein? On s'entend là-dessus. C'est la seule différence. Hein? On est capable de réfléchir. Donc, on se dit, oh, moi, je ne suis pas con, je ne suis pas un saumon, donc je vais réfléchir. C'est-à-dire, je vais prendre la rivière la plus longue. Je vais choisir la plus facile, la moins de chute, la moins douce. Je vais réduire les risques parce que moi, j'aime le confort, la sécurité. Donc, c'est elle que je vais choisir. Et idéalement, la plus payante. Elle qui va me rapporter le plus d'argent. Donc, c'est elle que je vais choisir. Je ne suis pas con. Hein? Je suis pas con. Je fais la liste du pour et du contre. Donc, je prends elle. Et nous sommes des milliers d'humains à ne pas faire du tout ce qu'on devrait faire dans la vie. La preuve, les universités, les écoles sont remplies de gens qui ne sont pas du tout dans la bonne rivière parce qu'eux sont rationnels. Parce que papa, maman veut qu'ils deviennent ci ou ça, ou avoir la sécurité, le confort. Parce que si j'étudie là-dedans, il va y avoir 1000 portes ouvertes après. 1000 portes. C'est parce que dans la vie, tu n'as pas besoin de 1000 portes ouvertes. Tu en as besoin d'une. Juste une. Puis si elle est ouverte et que toi, tu la sens, là, elle est probablement pour toi. La seule et unique porte qui est ouverte. Moi, il n'y a personne à l'école qui m'a dit « Deviens un producteur de disques. » Tu vois, c'est une belle carrière. C'est un métier d'avenir. Ouais, tu vas faire de l'argent. Il y a un fonds de retraite. Ouais, il y a un gros syndicat dans producteur de disques. Personne ne dit ça. Personne ne te dit ça. Mais moi, je le sentais. Et faire ça, écrire mes livres, là, il n'y a personne qui m'a dit « Écris ça. Là. Tu vas faire de l'argent. C'est une belle carrière. C'est un beau métier. Tu vas être dans le confort, la sécurité, 1000 possibilités d'emploi. » Personne ne te dit ça. Personne. Aucun orienteur. On n'a pas besoin d'être intelligent dans la vie, justement. La vie nous pousse, nous sort. La Terre tourne et elle s'en sac qu'on ait le goût ou non. Elle s'en fout complètement. Ouais, ta gueule, sort. Ta gueule. Tu veux pas, on s'en fout, tu sors. La vie va te l'imposer, le changement, où tu vas le sentir, que tu dois sortir de l'utérus, de la fosse, de la zone, pour marcher vers de l'inconnu. Il n'y a rien de rationnel, il n'y a rien d'intelligent. Ce n'est que du ressenti. C'est ça. Tu pourrais même aller jusqu'au bout. Tu pourrais dire, en fait, on s'en fout de l'intelligence. Parce que de toute façon, comme tu disais si bien, dans l'utérus, tu n'as pas choisi de sortir, elle t'a poussé de force. Même si tu réfléchis ou tu réfléchis pas, elle va te pousser de force. Tu feras un burn-out si feu, comme a fait François Lemay, etc. De toute façon, tu n'as pas le choix. Mais tu sais quoi, Daniel, je me disais une chose. De toute façon, tu nous dis, en fait, on n'a pas le choix, mais l'intelligence nous fait croire qu'on a le choix. Ben, le pire, c'est qu'on a le choix. Une fois adulte, on a le choix là, de s'éteindre et mourir. Super. On a le choix. On a le choix de sortir de la fosse ou non. Mais par chance que lorsqu'on était bébé, on n'a pas eu le choix. La vie ne nous a pas posé la question. Là. Mais quand on devient adulte avec un gros cerveau rationnel, avec le cortex cérébral, hein, qui peut analyser la situation et évaluer le risque, on a le choix. Mais on a encore le cerveau reptilien, là, le petit cerveau animal qui a peur. C'est ça son travail dans la vie, c'est d'avoir peur. Pas de nous rendre heureux, c'est d'avoir peur. De faire survivre aux mammouths. Mais il n'y a plus de mammouths. Mais on a peur quand même. Et la preuve, je ne parle pas d'ésotérisme ou de croyance, c'est même pas de la croyance. Hein. Croyez à rien de ce que je dis. Non, je m'en fous. Là. C'est quoi les deux plus grandes peurs des gens, de l'humain en général? C'est pas moi qui l'invente. Là. Je suis certain que tu l'as déjà entendu toi aussi. Première peur, c'est de mourir. Plus grande peur. Deuxième, c'est quoi? De vivre. On pourrait dire ça, mais deuxième, c'est de parler en public. Aussi. Paraît-il. Je l'ai entendu souvent, ça. On l'entend souvent. La deuxième plus grande peur des gens, c'est de parler en public. Comme s'il y avait quelque chose de dangereux. Mais c'est quoi le risque de parler en public? C'est quoi qui fait mal? Est-ce qu'on peut mourir de parler en public? Ben non. Il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de mal. Et pourquoi c'est une deuxième plus grande peur? Est-ce que ça nous fait survivre à ça ou non? Ça n'a aucun rapport. C'est complètement ridicule, nos peurs. Hein? Ça, c'est juste de l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas comment qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Et ça nous fait peur. Mais par exemple, je compare avec mes conférences. Moi, ça fait 300 fois que je répète la même chose. Mais, je n'ai pas parlé à mon propre lancement de livre parce que j'avais peur. Et maintenant, je peux faire des conférences devant des milliers de personnes. J'ai fait un stade à Montréal de 6000 personnes. Je n'avais plus peur, zéro peur. Parce que maintenant, c'est du connu. En fait, tu parles très souvent du fait que c'est pas parce qu'on fait un jogging qu'on est jogger à vie. C'est pas parce qu'on a compris une fois que la peur, c'était juste une façon dont la vie disait continue, qu'on sait le faire en prêt. Alors, comment tu fais pour t'entraîner, toi? Ben,
parce que j'en parle à chaque jour. Et quand je te parle à toi, je me parle à moi, je me le rappelle moi-même à chaque fois. Là. Je me dis, ferme ta gueule, là, tu as peur, c'est pas grave. Ton petit cerveau animal reptilien, il a peur. Il a peur de ce qu'il ne contrôle pas, qui est imprévu, qui est nouveau, et ton ego, ton image. Il a juste peur de ça. Là. Mais il n'y a plus de mammouth. Il n'y en a plus de mammouth. Tu ne peux pas mourir. Là. Continue, go. Donc, je prends conscience de ça et je me parle toujours. C'est un muscle, c'est un muscle, une façon de voir, c'est une façon. Et c'est pas pour rien que maintenant, ça devient de plus en plus intégré. Et c'est pour ça que je dis que moi, ma dernière année, coronavirus, c'est une des plus belles années de ma vie. Là. C'est pour ça que j'ai passé un des plus beaux automnes de ma vie. C'est parce que je suis capable de gérer ça maintenant. Là. Alors qu'il y en a qui s'écroulent, qui ne sont plus capables. Une année horrible de merde. Là, mais il n'y avait aucune bonne raison. Ils ont perdu $0. Non, c'est juste une perception. On décide de voir ce qu'on veut voir. C'est tout. Mais ça, c'est... Écoute, c'est un changement d'attitude. Là. C'est des grandes sorties de zone pour certains. Il y en a qui aiment tellement là, se plaindre. Hein, ouais, c'est sûr. Fait chier. Des râlards, des chats. C'est une très grande sortie de zone de fermer sa gueule. Fermer sa gueule, mets-toi la banane. Ouais, mets-toi le sourire. Comme les Français disent, mettez-vous la banane. On ne dit pas ça au Québec, mais mettez-vous la banane. Et je vous jure que si vous êtes quelqu'un qui est habitué de se plaindre, faire pitié, chier, le changement, ça me fait chier. La vie est contre moi, tout le monde est contre moi. Ta gueule. Mets-toi la banane, ferme ta gueule et avance. Hein, et je te jure, mets-toi le sourire. Deviens agréable, poli, avenant. Ça se peut que tu obtiennes des résultats de fou auxquels toi, tu n'es pas habitué. Mais non, parce que toi, t'es... C'est une très grande sortie de zone. Changer d'attitude, de mentalité, de perception. Tu dis aussi un truc intéressant, moi, je trouve, par rapport à ça. Tu t'en parles de temps en temps, mais rarement. Et moi, je suis un peu d'accord avec toi, j'ai déjà vécu ça aussi. C'est que quelque part, en fait, c'est bien aussi de garder pour soi les changements que tu as prévu d'entreprendre. Alors, tu peux nous en parler de ça? Parce que ça, c'est atypique comme vision des choses. Et pourtant, c'est très vrai. Les artistes, ils font ça. Les entrepreneurs, ils font ça. Ils ne parlent pas trop de ce qu'ils veulent changer. Alors, parle-nous-en un peu de ça. Ben, c'est comme protéger son bébé. Là, un projet, une poussée de vie, c'est un bébé dans l'utérus. Et on le protège. On ne l'expose pas. Parce qu'il y a une très grosse différence entre demander l'opinion des gens, sans arrêt, là, en parlant de ton projet, en leur demandant leur opinion, là, ou affirmer ce que tu vas faire, sans demander l'opinion des autres. C'est-à-dire ne pas exposer ton projet en demandant l'opinion. Et quand je suis prêt, quand que le bébé a grandi dans mon ventre et qu'il est prêt à sortir, je te l'annonce. Je te demande pas si tu as le goût ou non. Je ne veux pas savoir ton opinion. Je ne veux pas savoir papa, maman, frère, soeur, ami. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je m'en fous. Je le fais. Voici vers où je marche. Et quand je te dis, ça c'est... Je compare ça à quand ton projet ou ta poussée de vie ou ta nouvelle direction est une quenouille. Il n'est pas solide encore. Okay? Il est nouveau. Donc, selon le vent, la direction du vent, c'est-à-dire selon la direction, selon les commentaires et les jugements des gens autour de toi, là, ton projet va faire ça comme ça parce qu'il n'est pas solide. C'est une petite quenouille. Hein? Selon le vent, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. OK, non. Là, tu le protèges. Tu ne sors pas ta quenouille, là, tu ne sors pas ton projet, tu n'en parles pas. Là, tu le fais grandir. Jusqu'à temps qu'il devienne un chêne. Quand il va devenir un chêne, peu importe de quel bord va souffler le vent, c'est ça qui est ça. Moi, c'est un chêne. Là, je peux en parler. Et la preuve, je l'applique, ce que je dis, là, je fais toujours ça. Là. Ça, là, quand j'ai écrit ça, là, moi, je faisais au moins 6 mois que j'écrivais ça, là, que personne ne savait que j'écrivais ça. Personne. À part ma femme et une amie. 2 personnes sur la planète Terre savaient que j'étais en train d'écrire ça pendant plusieurs mois. Et les gens me demandaient qu'est-ce que je suis en train de faire. Je leur disais rien. Je fais rien. Je leur parlais même pas de ça. Là. Je voulais même pas mes enfants. Là. Mes parents, mes autres amis, personne. Même pas mes enfants. Là. Personne n'était au courant que je faisais ça. Et même que quand j'y étais prêt, quand j'ai eu mes premiers exemplaires imprimés, je suis arrivé chez mon père, je lui ai dit, écoute, en passant, il était bien en robe de chambre, il était en train de petit déjeuner, là. Il était à la table. Je suis arrivé à côté de lui, je lui ai dit, en passant, faut que je te dise, j'ai écrit un livre, j'ai publié un livre, ouais, et voici ton exemplaire. J'ai mis l'exemplaire sur la table. Je te jure, il a fait ça. Il est tombé des nues. Tu viens de publier un livre, tu as écrit un livre. C'est quand que tu as fait ça? Les dernières semaines, les derniers mois, là, c'est ça que je faisais. Ils ne comprenaient rien. Donc, tout ça pour dire que je ne voulais surtout pas avoir leurs commentaires, leur opinion, leurs questions.
pendant que j'étais en train de faire ça. Parce que personne n'aurait compris, parce que moi-même, je ne comprenais pas. Tu vois, il y a autre chose que je remarque chez toi, que tu dis rarement en interview, mais moi j'aimerais bien que tu m'en parles, parce que c'est pas n'importe quoi ce que tu dis. À chaque fois, tu parles beaucoup de la mort, mais d'une façon très particulière. Et on dirait en fait que ton univers de vie, c'est aussi de ce que tu peux gagner jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que tu puisses. Est-ce que je peux encore faire ça ou faire ça? Et on dirait que tu as la mort comme un repère tout le temps. Je trouve ça intéressant parce que même dans ton roman initiatique, là, Salomon le saumon, il y a écrit seuls les poissons morts suivent le courant. C'est quoi ton rapport avec la mort, hein, exactement? Ben, mon rapport avec la mort, c'est que le temps est très limité. Je n'ai pas toute la vie pour faire ce que j'ai à faire. Et je n'ai aucun contrôle. Fait que je ne sais pas, moi, s'il me reste 1 an ou 42, je n'ai aucune idée. Donc, j'ai un choix. Là. Je gaspille mon temps. C'est soit que je le gaspille à vivre dans la peur, comme le poisson rouge, tourner en rond toute ma vie parce que c'est sécuritaire. Mais je m'en fous, moi, de sécuritaire qu'on. Oui, ça prend un minimum là, pour survivre, je comprends. Là. Mais de vivre, c'est de se mettre à risque et je n'ai pas de temps à perdre. Et je vous donne un exemple concret. Là. Je venais de publier ça, OK? Et j'avais une amie qui était directrice marketing d'un grand centre commercial à Québec. Son rêve, elle, moi je le savais, c'était d'écrire, publier un livre. Parce qu'elle, elle écrivait, moi je n'écrivais même pas, j'avais publié un livre avant elle. Et là, elle me disait, t'es chanceux, hein, toi, tu vis mon rêve parce que moi j'aimerais ça, publier un livre. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, hey, finalement, j'ai trouvé un éditeur pour mon roman, et puis il va être publié dans 6 mois, ou l'hiver prochain. Elle me dit, bravo, fantastique, bravo, tu l'as fait. Et quelques semaines plus tard, elle m'appelle, elle me dit, hey, tu sais quoi? J'ai le cancer généralisé. Là, je te parle d'une fille de 35 ans qui a 2 enfants. Okay? 35 ans, 2 enfants. Elle aurait pu attendre toute sa vie d'écrire son livre à la retraite. Elle aurait pu attendre. Elle était en santé. Mais là, elle m'appelle, elle disait, j'ai le cancer généralisé et je n'ai aucune idée si je vais être vivante à mon lancement de livre dans 6 mois. Parce que c'est sûr qu'il va sortir telle date, que je sois là ou je ne sois pas là. Puis là, je lui ai dit, hey, écoute, tu sais, la meilleure chose que tu as fait dans la vie, finalement, la meilleure décision que tu as prise, c'est d'écrire ton livre tout de suite. Pas 6 mois plus tard, il était trop tard. Hein. Et tu sais quoi, elle a réussi à survivre jusqu'à son lancement de livre. Elle a vécu son lancement de livre et elle est morte quelques jours plus tard. Non, terrible. Et j'ai fait un post sur Facebook là-dessus. J'ai dit, à la limite, ça me dérange moins qu'elle soit décédée là, parce qu'elle a goûté à son rêve. Elle l'a fait. Mais si elle avait attendu 6 mois de plus, une fille de 35 ans, 2 enfants en santé, 6 mois de plus, c'est rien. Là. Elle aurait pu attendre. Elle n'aurait jamais goûté à ça avant de mourir. Jamais. C'est des mathématiques, c'est de la physique. C'est pas de la croyance. Qui ne connaît pas des gens qui sont morts beaucoup trop jeunes? Dans ton groupe, là, qui? Personne. Tout le monde connaît quelqu'un qui est mort beaucoup trop jeune et qui n'a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait faire. Et j'en parle beaucoup là-dedans. Là. Les 5 plus grands regrets des gens qui sont en train de mourir, c'est pas moi qui les invente, c'est une infirmière en Australie qui s'appelle Madame Ware. Elle a répertorié les plus grands regrets des gens qui sont en train de mourir sur leur lit de mort. Hein. Je vais te dire le regret qui revient le plus souvent. Le premier. Il y en a 5. Là. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle Les 5 grands regrets. Ouais, c'est connu. J'achèterai le livre. Là. Mais le plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu une vie fidèle à leurs attentes personnelles. Ils regrettent d'avoir mené une vie qui faisait plus plaisir aux autres qu'à eux. Parce que ça, c'est égoïste. Hein, c'est mal, penser à soi. Il faut penser aux autres. Ensuite, on pense à soi. Et c'est quoi la première règle de sécurité en avion? Quand l'avion va crasher, hein? C'est quoi la première règle? Quand les masques oxygène vont tomber, mettez le masque oxygène sur vous et ensuite mettez-le sur vos enfants. Ce n'est pas égoïste, ça? On s'entend que c'est très, très, très égoïste. Mais c'est pas égoïste. C'est juste de l'intelligence de base. C'est sûr. C'est juste du gros bon sens. Mais on ne fait pas ça dans nos vies. Mais non, on met le masque oxygène sur tout le monde et ensuite on pense à ce qu'on veut réellement faire nous. Une fois que ça, c'est réglé. Mais c'est parce que tu rends personne heureux si toi, tu n'es pas heureux. Là. Si toi, tu n'es pas aligné en cohérence, est-ce que tu penses vraiment que les autres vont être autour de toi en cohérence et alignés? Que tu vas les aider pour vrai? Là. Tu penses ça pour vrai? Là. C'est tellement évident, alors. C'est tellement évident. Alors, pourquoi les gens, ils n'y comprennent rien? Regarde, Daniel, c'est incroyable. C'est tellement évident qu'on devrait dire, mais oui, Daniel, tu as raison, mais les gens, ils s'obstinent. Ouais, ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça. C'est une secte. C'est de la croyance. Non, moi.
Tu sais, je pensais à ton père, en fait. Je pensais à ton père. Dans une interview, tu dis un truc super beau. Tu parles de ton père et tu lui dis est-ce que tu es déjà allé à New York? Et il te répond qu'il n'y est jamais allé, mais qu'il aimerait bien y aller. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il y a quelque chose de vachement beau là dans ce que tu racontes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ton père ce jour-là? Ben écoute, moi, c'est ça, j'ai réalisé que mon père était jamais allé à New York parce qu'il a voyagé partout dans le monde, il n'est jamais allé à New York. Mais c'est parce que c'est à côté de chez nous, New York. Là. On est au Québec. Là. On prend la voiture et c'est à quelques heures, on y va. Tu n'avais jamais vu la plus grande ville des États-Unis? Non. Donc, je l'ai amené. Je l'ai amené voir un match de hockey au Madison Square Garden. Madison Square Garden, il était tout épanoui. Il prenait l'autobus parce que moi, j'avais des trucs à faire. Lui, il allait faire le tour avec l'autobus 2 étages là, dans Brooklyn, New York, Manhattan. Mon père, qui avait 70 ans à l'époque, là, qui avait de la misère même à marcher. Mais ça a mis du piquant dans sa vie. Mm. Il a vu New York avant de mourir. Là. Il n'est pas mort encore. Mais là, il ne retournera plus là, parce que là, il est un peu trop... En tout cas, il n'a plus la même énergie qu'il y a quelque temps. Mais par chance que je l'ai amené. Moi, je veux juste être content qu'au moins, s'il meurt cette semaine, ben, il va avoir vu New York. Il a vu New York. Il a vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça a mis beaucoup de piquant dans sa vie. Il était très, très, très heureux. Mais ça, on peut faire ça n'importe quand, sans arrêt. Pourquoi attendre à 70 ans d'aller faire ça? Faites ça avant. Allez où vous pouvez avant. Là. Vous n'avez pas de temps à perdre. Ne gaspillez pas votre vie à tourner en rond dans la sécurité, le confort, la routine. Ouais, la fausse, quoi. Si ça vous allume, parfait. Si vous aimez ça beaucoup, beaucoup, parfait. Go. Mais sinon, arrêtez de vivre à petit feu. Là. C'est complètement ridicule. Hein. C'est complètement ridicule. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que tu disais en fait aussi que tu l'avais vu rajeunir de 10 ans d'un seul coup. Alors je m'étais dit, mais en fait, ce que Daniel il nous dit, c'est que en fait, la vie n'attend pas et que si on ne l'écoute pas, on va vieillir prématurément. Est-ce que c'est vrai ça? Hey. Ben, je pense. Non, je suis convaincu de ça. Hein. Aussi, ouais. Quand on rallume la flamme, c'est rallumer la flamme, ça, de l'excitation, de la joie, de l'enthousiasme, des feux d'artifice. On rajeunit quand on retrouve de l'énergie. Est-ce que quelqu'un a de l'air plus jeune en burn-out et en dépression? Moyennement, ouais, c'est vrai. Ou a de l'air un petit peu plus vieux, ouais, un petit peu plus magané. Quand on retrouve la flamme, l'énergie, quand on est allumé, on est dans l'enthousiasme, on rajeunit. Évidemment, on vieillit quand même, mais dans notre tête, on rajeunit. C'est sûr. Et c'est ça. On est obligé de faire ça. Il faut faire ça. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, on vit à petit feu et on s'éteint, on meurt. Comme un poisson rouge. Il n'y a rien d'agréable d'être un poisson rouge. Hein. Tourner en rond. Mais c'est sécuritaire. C'est confortable. Zéro stress. Zéro stress. Zéro difficulté. Ou un saumon qui remonte la rivière. Il y a des chutes, il y a du courant, il y a des ours. C'est difficile. Il y a la vie dans la face. C'est difficile. Qui se sent le plus vivant? Quelle vie on veut vivre? Poisson rouge ou saumon? 2 poissons qui vont mourir, les 2. Mais c'est un choix, là. Celui-là ou celui-là. Et on dit tous qu'on veut ça, mais on fait tout pour vivre ça. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'on a peur, on a peur. J'ai posé une question pour finir, parce que ça a vraiment un rapport à ce que tu viens de dire, et je pense que tu peux le résumer pour finir cette émission, et c'est beau pour les gens d'entendre. Tu vois, les gens, en fait, ils se disent tous « oui, mais si, oui, mais si ». Alors, pour finir, j'ai envie de te questionner sur le sujet important que les Français, ils utiliseraient un peu comme la carte Joker, là, tu vois. Ce serait « et si ça marchait pas ?» Et tout à l'heure, tu en as parlé déjà. « Et si ça marchait pas ?» Alors, en fait, qu'est-ce qui est grave si ça marche pas? OK. Si le saumon, je vais te refaire l'analogie, si le saumon sort de la fosse pour avancer dans la rivière, fait une sortie de zone. Là, il est dans le courant. OK. Et à un moment donné, il n'est plus capable. Il n'y a plus l'énergie, la foi, la persévérance, le temps. Ça ne fonctionne plus. Il abandonne, c'est un échec. Il se laisse aller, il abandonne. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il meurt? Non. La vie, c'est de la physique. La vie, c'est-à-dire le courant qu'il a dans la face, entre 2 fosses, va le retourner automatiquement dans sa fosse, en arrière, dans ce qu'il connaissait, dans nos pantoufles. C'est la première tentation. Hein. À chaque étape de ma vie, moi, c'était la tentation de revenir en arrière, parce que là, j'avais besoin d'argent. Ça prenait beaucoup plus de temps que je pensais. C'était beaucoup plus difficile. Ça ne se passait pas comme je voulais. Dans le courant, c'est toujours comme ça. Donc, là, c'est là qu'on doute, c'est là qu'on a peur, c'est là qu'on veut abandonner et parfois on abandonne. Et on revient en arrière.
C'est le pire qui arrive. C'est le pire, pire, pire. Écoute, je coach plusieurs personnes à chaque semaine. J'ai des programmes en ligne sur le web ou personnel. Et j'en ai une. Elle voulait faire un grand changement de vie, changer de ville et tout ça. J'ai dit, OK, c'est quoi le pire? Admettons que tu te laisses aller dans le courant. Tu n'es plus capable. C'est un échec. Tu te laisses aller. C'est quoi le pire? Ben, elle a dit, le pire, c'est que je reviens à Québec. OK? Puis tu vas faire quoi? Tu vas être dans la rue comme sans domicile fixe? Tu vas devenir mendiante dans la rue? Ben non. Elle dit, je vais aller chez mes parents. OK, tu as des parents qui peuvent t'héberger? Oui. OK, donc, le pire, c'est que tu vas aller vivre chez tes parents, c'est ça? Et tu ne mangeras plus, tu vas mourir de faim? Ben non, ils vont me nourrir. Ah, OK. Donc, tu vas avoir un toit, tu vas manger, tu ne mourras pas, là. Non, pas du tout. OK. Donc, ça, c'est le pire, pire, là. Et puis, ben, c'est ça. C'est le pire qui peut arriver. C'est ça. OK, donc, tu as peur de quoi, là? Et j'ai dit, là, tu vas le faire et tu vas annoncer à tes parents que ça se peut que tu reviennes un jour. Tu essaies ça, ils ne comprennent pas, toi non plus, tu vis un truc de fou et tu leur dis, ça se peut que ce soit un échec et je revienne. Et elle le fait parce que là, tu vas tout dédramatiser. Là. Tu vas envisager le pire déjà et tu vas le dire à tes parents. Et elle l'a dit à ses parents, puis je lui ai demandé, et puis, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ben, ils m'ont dit, ben oui, il n'y a pas de problème, c'est drôle, ce serait drôle que tu reviennes vivre ici. Dit, OK, donc c'est fini. Le pire est déjà préparé. Là. C'est tout. c'est pas grave. Il n'y a pas de gros risques. Mais on s'en invente des. Mais elle a peur. Comme si elle allait mourir. Alors qu'il n'y a rien de si grave que ça. Même si le pire des scénarios arrive. Intéressant parce que pour nos jeunes aujourd'hui, ceux qui sont en train de vivre le Covid, qui se questionnent beaucoup sur l'après, etc. Tu pourrais leur dire quoi à tous ces gens? Il y a beaucoup de Français en ce moment qui ont extrêmement peur de la suite, qui se demandent ce qu'ils vont faire après, surtout des jeunes qui sont en dépression, etc. Pour le mot de la fin, tu leur dirais quoi à ces jeunes aujourd'hui? Vous avez un choix. Résister et souffrir tout seul dans votre tête, parce que c'est ça qui arrive. Vous souffrez seul dans votre tête à vous. C'est pas dans les arbres, c'est pas dans la nature, c'est dans votre tête. Vous avez ce choix-là. Ou accepter que c'est ça, puis la vie s'en fout de vous, ça va arriver, peu importe, tu n'as rien à dire. Ou tu l'embrasses, c'est ça, ou tu acceptes que c'est ça, et je te jure qu'un jour, il va y avoir un point de bascule, une entrée de zone. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas ça va être quand, aller où, comme ça, mais ça va bien aller. Et c'est vrai, ça va bien aller, c'est juste que c'est long, c'est normal, c'est mondial, c'est plus long qu'un changement de vie personnel ou qu'une entreprise. Ça va arriver. Donc, repose-toi des questions, profites-en pour peut-être changer si ça ne te parle plus ce que tu faisais avant, ou peut-être que ça vient juste de te reconfirmer que ce que tu faisais, tu aimais ça vraiment beaucoup, parce que tu as hâte que ça revienne, parce que ça t'allume, ça crée de la joie. Donc, persévère jusque-là. Fais ce que tu peux pour survivre entre-temps, et un jour, ça va revenir. Je veux dire, c'est juste une sortie de zone mondiale. C'est le même processus, exactement. Et après le coronavirus, il va y avoir une entrée de zone et dans quelques temps après, il va y avoir autre chose. Ce n'est que ça. Ça va arriver d'autres choses qui vont arriver. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, World Trade Center, les terroristes. Il va y avoir des gilets jaunes, il va y avoir des grèves de la SNCF, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des... Ce n'est que ça sans arrêt. Hein? Donc, si tu n'es pas capable de gérer ça, tu ne seras jamais capable d'avancer dans la vie, parce que ça va être ça toute ta vie. Je te l'annonce tout de suite. Là. Toute ta vie. La grande danse de la vie. Jusqu'au bout de ta rivière. Le changement, la vie va t'imposer du changement sans arrêt. Sans arrêt. Où tu vas le sentir. Et c'est ça que tu dois faire. Accepter et grandir, c'est ça que ça veut dire. Ou tu peux résister. Tu as le choix. Tu peux résister et souffrir. Si tu aimes ça, souffrir, souffre. T'as le choix. Là. Parce que c'est dans ta tête. C'est juste dans ta tête. Daniel, merci pour ce long discours positif à l'égard de nos jeunes. Alors, je te remercie d'être venu dans l'émission. Je te remercie de cette sagesse du saumon et du poisson rouge aussi, parce qu'il y a les deux. Écoute, pour cette fin d'émission, je voulais te poser donc cette question mystère d'un de tes amis qui disait, en fait, qui voulait que tu nous parles de ta dernière sortie de zone avec les billets de 10. Hein? Ouais, je te le redis. Alors, en fait, la question de ton ami mystère, c'était, il voulait que tu lui parles de ton incroyable découverte de sortie de zone avec des billets de 10. Est-ce que ça te rappelle quelque chose?
Il me disait, Daniel Blouin, il a un problème avec la monnaie. Je te jure, il a un problème avec la monnaie. Hein? Et il a fini par venir avec une liasse de billets de 10. Tu te souviens? Ah, OK, c'est Jasmin Bergeron. Ça. Yes! C'est ça. C'est parce que, parce que mon livre, parce qu'il m'a aidé à vendre mes livres après une conférence. Il y avait une file de gens qui voulaient acheter mon livre. Et moi, mon livre coûtait 25 $. Mais moi, j'amène jamais de monnaie là, de 5 $. Mais tout le monde me donnait 30 $ et je devais redonner 5 $. Mais moi, j'ai jamais de monnaie. Mais il me dit, mais là, mais t'es donc bien con. Là. Mais toi, à chaque fois, c'est comme ça. Là. Amène-toi une liasse de 5 $ et tu vas pouvoir donner des 5 $. Tu vas avoir de la monnaie, tu vas avoir du change. Je dis, c'est pas fou, ça. C'est intelligent. Mais moi, je pense même pas à ça. C'est ça. Donc, c'est Jasmin, je comprends. En même temps, on le salue, merci. C'est des billets de 5 $. C'est pas des billets de 10, c'est des billets de 5. Je dirais, il s'est trompé alors. Okay, c'est pour ça. C'est des billets de 5 et je l'ai appliqué. Dans mon garde-robe ici, j'ai une liasse de billets de 5 $. Pour vrai. Bon, Daniel, merci beaucoup pour cette émission. Merci d'être venu. Je te remercie. Donc, a priori, on peut retrouver toutes les informations qui sont les tiennes sur ton site internet sur www.danielblouin.com. Ou sortiedezone.com, c'est le même site internet. Mes livres, mes conférences, mes formations en ligne, coaching, j'ai des bonus, des vidéos que j'ai filmées partout dans le monde de coaching. Laissez votre email, vous allez tout recevoir ça. Donc, il y a plein de trucs dédiés à ça. Ou sur tous les réseaux sociaux. Je suis partout. Je suis sur votre réseau social préféré. Super. Écoute, merci beaucoup.